Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique du Roi Lion version 2019. Sachez qu'il n'y aura pas de distinction entre une partie sans spoiler puis avec spoiler, puisque je considère que tout le monde a vu le grand classique de Disney de 1994, que tout le monde connaît l'histoire, et puis en thématique de fond pour cette vidéo, je vais m'interroger sur cette question: comment se situe ce film entre art, business et fanservice? Inutile je pense de rappeler que Le Roi Lion c'est un des grands classiques de Disney et certainement l'un des dessins animés les plus aimés de tous les temps. Et puis Le Roi Lion c'est surtout un repère de l'enfance pour beaucoup d'entre vous, que vous l'ayez découvert en 1994 ou 10 ans voire 15 ans plus tard. Ce qui ne fait absolument aucun doute, c'est que cette nouvelle version joue à 200% sur ce phénomène de nostalgie. D'ailleurs, la toute première bande-annonce se terminait par la voix de Mufasa, James Earl Jones en VO ou Jean Reno en VF, et disait « Remember », souviens-toi. On reconnaît bien évidemment une réplique emblématique du film original, mais c'est surtout révélateur en termes de corde sur laquelle Disney veut jouer pour vendre ce remake, un remake que Disney classe parmi ses autres adaptations live de ses grands classiques, alors qu'en réalité il s'agit surtout d'une autre forme d'animation. Et de ce point de vue, personne ne pourra sérieusement contester la prouesse technologique incroyable qu'on a sous les yeux. C'est simple, c'est du photoréalisme, et je pense que l'immense majorité d'entre nous serait incapable de faire la différence entre des éclaboussures d'eau réelles et celles du film. À la réalisation, on retrouve Jon Favreau, qui a notamment réalisé le tout premier Iron Man, il a donc lancé le MCU, mais aussi et surtout, il avait réalisé le Livre de la Jungle, une expérience qui explique certainement ce choix de réalisateur. Et Jon Favreau annonce les ambitions de ce remake dans une petite vidéo consacrée aux coulisses du film, montrer quelque chose de nouveau et surprenant en capturant l'essence du dessin animé original. Malheureusement, de mon point de vue, en tout cas, cette ambition n'est quasiment jamais atteinte puisque ce n'est pas nouveau et encore moins surprenant, en tout cas une fois qu'on a passé les 5 premières minutes de choc, tellement le réalisme de l'image est impressionnant. D'ailleurs, il est grand temps d'entrer maintenant dans le vif du sujet, et sans grande surprise pour la plupart d'entre vous, je pense, on peut dire que le dessin animé de 1994, l'original, est nettement plus abouti que ce remake, et il n'y a pas photo, il y a photoréalisme, mais il n'y a pas photo, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais alors, qu'est-ce qui reste de l'art dans cette version 2019 ? Eh bien, la performance des équipes techniques est certainement une forme d'art, tout comme la peinture ultra réaliste en est une. De même pour la bande originale d'Hans Zimmer, légèrement réarrangée, on a même fait venir Pharrell Williams pour une couche de vernis plus actuelle j'imagine, ou encore certaines chansons mythiques réinterprétées. Et au-delà de ces points, on peut dire que ce film est sans doute le moment le plus long, le plus énorme de fanservice jamais vu au cinéma jusqu'à présent. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous mentir, au Grand Rex, pendant l'avant-première, les gens tout autour de moi avaient l'air ravis. Ils revivaient scène après scène ce qu'ils connaissaient déjà par cœur, ils communiaient ensemble dans la dégustation d'une énorme Madeleine de Proust, une Madeleine très brillante et jolie, mais avec un peu moins de goût. Ce qui fonctionne toujours et ne peut que fonctionner, c'est l'histoire ultra classique au sens noble, ce parcours initiatique du héros avec toutes ses étapes, et même tout simplement cette histoire de la vie, depuis la naissance à l'acceptation de la mort, en passant par l'adolescence insouciante, la prise de responsabilité et enfin une projection vers sa propre mort via sa propre descendance. Et oui, je sais bien que dit comme ça peut paraître un petit peu brutal, mais c'est bien ça l'essence du Roi Lion. Quand on est attentif, on peut remarquer au passage qu'on a essayé de mettre un peu de côté le symbolisme très chrétien du baptême de Simba, vous vous souvenez très bien quand il est brandi face à tous les animaux en haut du rocher, puisque par exemple le jus du fruit qui est utilisé dans le film original, le dessin animé de 1994, est ici remplacé par la poudre d'une racine. Ça n'a l'air que d'un détail, mais ça en dit quand même un peu beaucoup. Malheureusement, du point de vue mystique, on a une véritable perte de la magie initiale. Le singe Rafiki n'est plus autant un chaman ou un prêtre à l'écoute de la nature, mais un peu plus un détective chanceux qui trouve des poils passés entre-temps par une boule de caca, et oui, alors que l'original nous montrait un tourbillon de pollen porté à lui par un vent providentiel pour lui révéler que Simba était toujours vivant. Alors certes, Rafiki reste évidemment un guide spirituel qui est à l'origine de la reconnexion de Simba avec les enseignements de Mufasa, mais on perd au passage le sens de l'humour associé au personnage puisqu'il ne donne plus de coups sur la tête de Simba avec son bâton et ne fait même plus de kung-fu contre les hyènes. Et justement, pour élargir à partir de cette observation, on peut dire qu'on assiste à des choix étranges quant à ce qui est laissé, ajouté ou retiré du film. Par exemple, on a la chanson de Scar pour convaincre les hyènes de le soutenir, de le suivre, qui est laissée à moitié, mais par contre, toute l'imagerie totalitaire qui accompagnait cette séquence dans l'original a été retirée. Certaines scènes semblent rallonger uniquement pour mettre en valeur le savoir-faire technique, mais jamais pour surprendre en enrichissant l'histoire.
Conséquence, forcément, avec au moins 25 minutes de plus que le film original, on se retrouve avec un rythme qui est plombé par un scénario forcément cousu de fil blanc. C'est simple personnellement, en dehors du visuel, et là c'est très subjectif mais je vais y revenir, je n'ai trouvé qu'une seule amélioration par rapport au dessin animé original. Il s'agit de la chanson Le Lion dort ce soir, ou Wimbowe si vous préférez, qui m'a semblé plus amusante, notamment dans le rendu visuel et chorégraphie, dans ce remake que dans l'original. Et de manière générale, on peut dire que Timon et Pumba sont ceux qui s'en sortent le mieux. On a notamment quelques gros plans, parfois en caméra en vue subjective, qui sont vraiment très drôles. Les deux zigotos, les deux compères, restent donc très amusants et relativement expressifs, ce qui malheureusement n'est pas le cas des lions. Et du coup j'en viens ici à ce qui est sans doute à mes yeux le plus gros défaut de ce remake, c'est d'avoir fait parler et chanter des lions à qui on a absolument tenu à donner des visages ultra réalistes. Et la comparaison avec l'original que j'ai revu pour l'occasion ne pardonne pas. Les regards et les expressions faciales sont incomparablement plus agréables et intéressantes avec l'art classique du dessin animé. À quelques rares exceptions près, jamais vous ne trouverez dans le regard numérisé des héros la puissance donnée par le trait qui les humanisait bien davantage. Et oui, forcément, quand on voit des lions ultra réalistes se mettre à parler ou encore plus à chanter, bien pour moi ça vient casser un effet d'immersion, un effet d'enchantement qui fonctionnait très bien avec le dessin animé. C'est à tel point que de manière générale, les voix m'ont semblé plus sérieuses, plus solennelles, comme si on voulait nous proposer une version plus mature, je ne sais pas, du Roi Lion, mais sans prendre aucun risque en termes de scénario. Il me semble qu'il aurait été plus intéressant de nous proposer une version peut-être plus dure avec davantage de rebondissements scénaristiques, quitte à mettre en colère certains fans hardcore de la version de 1994, mais bon ça c'est pas très grave, puisque cela aurait permis de proposer quelque chose de différent. Ce qui est peut-être pire encore, vous en jugerez, c'est que dans cette nouvelle version, dans certaines scènes clés, on perd de la nuance et de la subtilité qui étaient pourtant bien présentes dans le film initial. Deux scènes m'ont particulièrement choqué. La première, ce sont les retrouvailles de Simba et Nala. Dans le dessin animé, on voit que Nala met un peu de temps à reconnaître Simba, alors que lui a reconnu la façon qu'elle a de le plaquer au sol. En comparaison, dans la version de 2019, ils se reconnaissent simultanément et presque immédiatement, ce qui vient casser ce petit effet de suspense très bref mais très intéressant pour le spectateur. Deuxième scène forte, la révélation de Scar sur la mort de Mufasa, qui a bien plus de sens dans l'original, puisque Simba le force tout simplement à avouer. Quant à la version 2019, on a donc Scar qui confesse son crime à Simba alors qu'il pense que Simba va tomber et donc l'emporter dans la tombe, mais apparemment Scar a parlé suffisamment fort pour que Sarabi, la mère de Simba, l'entende également. Du coup, on se retrouve dans une situation un peu ridicule. Au passage, on remarque aussi que la scène de la fameuse chanson Can You Feel the Love Tonight se déroule maintenant en fin de journée plutôt qu'en pleine nuit, ce qui est quand même totalement con. Et puis pendant que j'y suis, même si ce n'est pas le sujet de cette vidéo ici, difficile pour moi d'évoquer le Roi Lion sans rappeler qu'énormément du film original est directement inspiré du Roi Léo, l'œuvre japonaise d'Osamu Tezuka, même si Disney a toujours refusé d'admettre l'évidence. Concernant d'autres reproches qui ont pu être faits à tort ou à raison, je ne vais pas trancher ici cette question, sur les messages sociaux un poil conservateurs du film de 1994, on remarque que dans cette version de 2019, il n'y a même plus de scène de chasse pour les lionnes, ce qui rend de mon point de vue leur rôle encore plus effacé et anecdotique. Et pourtant, quitte à ajouter près d'une demi-heure au film, pourquoi ne pas inventer des scènes intéressantes entre Sarabi et son fils Simba, ou encore entre Sarabi et Scar? Je ne comprends pas comment on a pu manquer une telle occasion. Dans la même veine, et comme je le disais précédemment, on a fait le choix de ne plus reprendre l'imagerie totalitaire, voire clairement nazie, dans la partie où Scar convainc les hyènes de le suivre, mais en revanche, on ressent toujours une forme d'incompréhension dans l'absence d'intégration des hyènes dans le fameux cycle de la vie, et le fait qu'elles soient forcées de vivre en marge de la savane dans un coin sombre et quand même bien pourri. Un petit mot aussi sur les voix, puisque je sais que certains fans sont un peu agacés, sont dans l'incompréhension quant au choix de ne pas faire revenir Jeremy Irons dans le rôle de Scar, puisqu'en revanche, James Earl Jones revient à 88 ans pour le rôle de Mufasa. Et pour ce qui est de la version française, je n'ai pas vraiment envie de m'étendre sur la question, même si j'ai été modérément convaincu par les uns ou les autres, mais après tout, les principales faiblesses du film ne résident absolument pas là, donc pas la peine d'accabler tel ou tel. Et pour la petite histoire, est-ce que vous saviez que c'est Rowan Atkinson, alias Mr Bean, c'est son rôle le plus connu bien sûr, avec Johnny English mais c'est moins glorieux, qui faisait la voix de Zazu en 1994, sachant qu'il n'était pas très chaud au départ puisqu'il se définit surtout comme un artiste visuel, et là ce n'est pas lui qui est revenu pour Zazu en 2019. Pour tenter de répondre à la question initiale, comment se situe ce Roi Lion 2019 entre l'art, le business ou encore le fanservice, j'ai envie de revenir juste un instant sur Dumbo, la version qu'a proposée très récemment Tim Burton. Eh bien j'ai trouvé plus d'art dans cette proposition de Tim Burton que dans ce Roi Lion, même si le film s'est fait, à mes yeux en tout cas, injustement traité par la critique.
Du coup, pour ce Roi Lion, eh bien, je dirais 10% d'art pour le visuel notamment, 40% de business, puisque quand même on sait bien que Disney ce n'est pas une ONG, hein, il faut qu'ils fassent de l'argent, c'est un peu leur objectif principal même, et puis 50% de fanservice, je vous le disais, hein, c'est le plus gros machin de fanservice que j'ai jamais vu de ma vie, qui a jamais été sorti au cinéma je pense, et je pense aussi que cela suffira largement à en faire un gros carton mondial et à ravir la plupart des fans qui ne sont pas comme moi. En revanche, il y a bien une chose que ce film et Disney font très bien, c'est de mettre en avant l'association Panthera, qui est dédiée entièrement à la préservation des grands félins de notre planète. Et pour ce faire, il y a un petit bracelet écolo à l'effigie de Simba jeune qui est mis en vente, et pour chaque bracelet vendu, c'est 1 € qui est reversé à l'association. Et oui, il est plus que temps de se bouger avant que les grands félins ne restent plus que dans les films documentaires du passé ou coincés dans une animation numérique tristement photoréaliste. L'air de rien, je consulte beaucoup vos remarques et commentaires, et du coup j'ai évidemment décidé de me plonger dans la saison 2 de Dark et de vous en proposer une vidéo dès que possible dans les jours prochains. Sachez également que vous pourrez me retrouver ce lundi qui arrive dans l'émission Blockbuster sur France Inter de 11h à midi, qui sera consacrée au Marvel Cinematic Universe. Et comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous conseille de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce en l'air, sinon je serai obligé de vous remplacer par une version photoréaliste et numérique de vous-même, et vos proches ne se rendront compte de rien, je pense. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!